Être une bonne personne est peut-être la pire erreur de votre vie. Et vous ne vous en rendez même pas compte. On vous a sans doute dit que c'est comme ça qu'il fallait être, mais la réalité est bien plus cruelle. En Italie, au XVe siècle, naît un jeune homme qui sera critiqué et méprisé, mais dont les idées transformeront profondément la pensée politique occidentale. Son nom, Nicolas Machiavel. Pour certains, il restera un politicien raté, mais pour d'autres, il restera l'une des plus grandes figures de la méchanceté, à tel point que l'étymologie du mot machiavélique provient de son nom. Et c'est justement ce que nous allons analyser à travers l'une de ses œuvres les plus influentes, Le Prince. Comme il l'écrit lui-même, certaines actions peuvent sembler moralement justes, mais mener au désastre tandis que d'autres, en apparence répréhensibles, peuvent assurer la sécurité et le succès. Pendant des siècles, Le Prince a été interdit et diabolisé, décrit comme un manuel du mal, un guide vers la tyrannie, et accusé d'être une lecture corruptrice. Ce livre, écrit par le diplomate et philosophe italien Nicolas Machiavel, est une réflexion politique sur la nature humaine et un guide destiné aux nobles désireux de conserver leur pouvoir sur les masses. Machiavel cherche à révéler le véritable fonctionnement du monde politique et du pouvoir. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans ces pages pour en tirer des leçons applicables à notre quotidien. Car en effet, l'ouvrage de Machiavel va vous permettre de tirer des leçons sur votre comportement, mais aussi de tirer des leçons sur l'importance de savoir gérer votre bonté auprès des autres. Il y a de fortes chances qu'après cette vidéo, vous remettiez totalement en question votre comportement. Nous verrons pourquoi les personnes vertueuses peuvent être inefficaces en politique, comment la cruauté peut parfois produire des bénéfices, et en quoi nous sommes tous peut-être un peu moins moraux que nous le croyons. Il est essentiel de rappeler que cet ouvrage s'adressait aux souverains des principautés, c'est-à-dire aux aristocrates, et non aux dirigeants des démocraties modernes. De plus, cette analyse ne signifie pas une adhésion totale aux idées exposées dans le livre. Mais avant d'aller plus loin, pourquoi ce livre s'est-il forgé une réputation si sulfureuse? C'est notre premier point et la première grande leçon de Machiavel, la chute de l'idéalisme. L'erreur de la morale est un biais irrationnel qui nous pousse à croire que le monde fonctionne d'une certaine manière, simplement parce que nous pensons qu'il devrait en être ainsi. Si vous avez déjà été choqué par le comportement humain simplement parce qu'il vous semblait inacceptable, alors vous êtes tombé dans le piège de cette illusion. Selon Machiavel, la réalité est bien plus brutale. Les hommes commettent sans cesse des actes terribles, rusés et perfides. Son but, nous ouvrir les yeux et nous montrer le monde tel qu'il est réellement. Avant Machiavel, de nombreux écrits traitaient déjà du gouvernement. Cependant, la plupart émanaient de philosophes qui débattaient de la manière dont un dirigeant devait être moral ou comment un citoyen devait bien se comporter. Prenons par exemple la politique d'Aristote, qui met l'accent sur la gouvernance vertueuse et la gestion des États en vue d'assurer l'épanouissement humain. Mais Machiavel rejette totalement cette approche. Le Prince poursuit un objectif clair: aider les souverains à conquérir et conserver le pouvoir. Pour lui, le problème fondamental de toute cette réflexion morale sur le bon gouvernement est que la plupart des gens ne sont tout simplement pas vertueux. Il ne les juge pas, il constate simplement ce qu'il considère comme un fait incontournable. Selon Machiavel, la nature humaine est marquée par la déloyauté, l'égoïsme et une propension à commettre des actes immoraux ou amoraux dès lors que cela sert un intérêt personnel, quitte à les justifier ensuite par des arguments éthiques biaisés. Dans un tel monde, un dirigeant obsédé par sa propre vertu finirait par être dévoré et rapidement évincé du pouvoir. Machiavel est très clair sur ce point. Être une bonne personne ne suffit pas pour être un dirigeant stable et solide. Parfois, tant pour un souverain que pour son peuple, la stabilité et la sécurité priment sur la vertu. Témoin direct des temps troublés en Italie, où les cités-États s'élevaient et s'effondraient au gré des conflits, où les gouvernements disparaissaient et où les massacres étaient fréquents, Machiavel avait une vision pragmatique du pouvoir. Il savait qu'il valait mieux un dirigeant sans scrupules capable de maintenir son État en sécurité qu'un souverain vertueux, manipulable par des forces étrangères et qui finirait par être envahi, laissant son peuple massacré et son armée anéantie. C'est pourquoi Machiavel insiste sur cette première leçon. Abandonner tout idéalisme sur ce que le monde devrait. Il reconnaît l'existence de personnes vertueuses et affirme même qu'il est bénéfique de s'entourer d'elles si l'occasion se présente. Cependant,
il insiste sur le fait qu'il est plus sage d'adopter une vision pessimiste de la nature humaine et de toujours se préparer au pire. Il vaut mieux être agréablement surpris par les actes vertueux de certains que de se bercer d'illusions et subir des conséquences désastreuses. Machiavel conseille aux dirigeants de rompre leurs alliances si nécessaire, car leurs alliés n'hésiteraient pas à les trahir si cela servait leurs intérêts. Il recommande d'instaurer la crainte, aussi bien parmi leurs sujets que parmi les États voisins, arguant que l'amour et la loyauté sont éphémères, tandis que la peur s'ancre profondément dans l'âme humaine et garantit une fidélité durable en période de crise. Il affirme qu'il vaut mieux paraître bon que de l'être réellement, car selon lui, c'est ainsi que fonctionne la majorité des gens. Cette philosophie a contribué à forger la réputation de Machiavel comme un stratège impitoyable, prêt à employer tous les moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs, sans égard pour la morale, l'honnêteté ou les conséquences pour autrui. Il était convaincu que derrière chaque masque que nous montrons au monde se cache une part plus sombre et complexe de notre nature, que nous préférons souvent ignorer ou nier. Cette idée fait écho à la notion d'ombre que nous avons déjà explorée sur cette chaîne développée par le psychologue et essayiste suisse Carl Jung, qui désigne ces facettes inconscientes de notre personnalité que nous refoulons aux yeux des autres. Si Machiavel suggère des comportements moralement discutables, il est essentiel de comprendre sa logique. Selon lui, la politique est un terrain impitoyable et un dirigeant trop préoccupé par sa vertu, au point de ne pas prendre les décisions difficiles nécessaires à la préservation de son pouvoir, finira par être remplacé. Et souvent, son successeur sera encore pire que lui. Où que nous allions, nous rencontrerons toujours des individus prêts à tout pour atteindre leurs objectifs. Accepter cette réalité nous permet de mieux nous préparer et d'affronter ces situations avec la fermeté nécessaire. Certes, nous ne serons sans doute jamais confrontés à des décisions aussi radicales que celles décrites par Machiavel, mais nous pourrions être amenés à sacrifier certains principes moraux pour préserver un bien plus grand. Par exemple, il souligne que nous ne pouvons pas être à la fois compétents et bienveillants dans tous les aspects de la vie. Cette limite ne découle pas seulement de nos ressources et capacités restreintes, mais aussi des contradictions entre différents systèmes de valeurs. Dans des domaines comme la politique, les affaires ou même la famille, il arrive que nous soyons confrontés à des choix difficiles. Parfois, nous devons renoncer à notre idéal de pure bonté au profit d'une efficacité pragmatique. Il peut s'agir de mentir pour préserver une relation ou d'ignorer les sentiments de certains employés afin d'assurer le bon fonctionnement d'une entreprise. Selon Machiavel, c'est le prix à payer pour affronter le monde tel qu'il est, et non tel que nous aimerions qu'il soit. Ce qui me frappe particulièrement chez Machiavel, c'est ce qu'il considère comme la qualité essentielle d'un dirigeant, la quête du pouvoir. C'est en partie pour cette raison qu'il est souvent perçu comme un tyran en puissance, bien qu'il ait passé une grande partie de sa vie au service diplomatique de sa ville natale, Florence. Pour lui, le pouvoir et la compétence priment sur tout le reste. Il serait tentant d'interpréter cette obsession comme un simple signe de psychopathie. Mais son admiration pour les dirigeants puissants est bien plus nuancée qu'il n'y paraît. Machiavel met en lumière une vérité évidente, mais rarement reconnue. Sans pouvoir, il est impossible d'accomplir quoi que ce soit. À ses yeux, il n'existe pas de but plus essentiel pour un souverain que de consolider son autorité. Cela ne signifie pas nécessairement qu'un dirigeant doit exploiter son peuple pour s'enrichir, mais plutôt qu'il doit faire de la sécurité et de la stabilité de son règne une priorité absolue. À quoi bon proposer des politiques qui séduisent le peuple si un ennemi peut facilement traverser vos défenses, vous décapiter et renverser votre gouvernement ? C'est pourquoi Machiavel insiste sur la nécessité de bâtir une force militaire autonome. Il déconseille l'usage de mercenaires, affirmant qu'un État ne peut compter que sur ses propres citoyens pour assurer sa défense. Il souligne que ceux qui défendent leur propre foyer se battront avec une détermination bien plus grande face aux envahisseurs, alors que les mercenaires sont connus pour fuir à la première menace sérieuse. Mais à quoi sert réellement tout ce pouvoir ? Il ne s'agit pas simplement d'une soif de contrôle, mais d'assurer l'autosuffisance, tant pour le dirigeant que pour son État. Cette autosuffisance garantit non seulement le respect des États voisins, les dissuadant d'attaquer, mais elle inspire également crainte et admiration chez les sujets. Et il est difficile de ne pas voir un parallèle entre cette idée d'indépendance et la sagesse prônée par d'autres philosophes pour notre vie quotidienne. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est de renforcer notre capacité à trouver le bonheur en nous-mêmes.
Sénèque encourageait d'ailleurs les gens à renoncer temporairement à leurs biens et à vivre dans la nature, afin de prouver que leur bonheur ne dépendait d'aucune possession matérielle. Cette autonomie ne procure pas seulement le respect des autres, car il est difficile de ne pas admirer une personne qui ne dépend de rien pour son bien-être, mais elle renforce aussi l'estime de soi, et cet élément est peut-être le plus précieux. Après tout, nous pouvons fuir ceux qui nous méprisent, mais si nous ne nous respectons pas nous-mêmes, cette voix intérieure nous rappellera sans cesse notre propre insignifiance. Machiavel nous invite à assurer notre indépendance, que ce soit par la force extérieure ou par la maîtrise intérieure. Mais le conseil le plus controversé de Machiavel est peut-être son idée selon laquelle un dirigeant doit parfois être cruel ou sévère pour le bien de son gouvernement. C'est ce que nous allons explorer à présent, la bonté de la cruauté. Quelle image vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à un dirigeant cruel ? Peut-être imaginez-vous des atrocités inimaginables, un tyran exploitant sans relâche les plus faibles. Pourtant, pour Machiavel, la cruauté bien appliquée n'a rien à voir avec cela. Il s'agit plutôt d'une gestion réfléchie de la peur chez les sujets. Comme nous l'avons vu, Machiavel ne croit pas en la loyauté fondée sur l'amour ou la gratitude. La gratitude s'oublie vite, et l'amour disparaît dès qu'il devient contraignant. En revanche, c'est la peur, et en particulier la peur du châtiment, qui maintient les gens dans le droit chemin, même dans les moments difficiles, empêchant ainsi un état de sombrer dans le chaos. En raison de sa vision profondément pessimiste de la nature humaine, Machiavel soutient que les gens ont tendance à recourir à la violence, tant contre leurs souverains qu'entre eux, à moins d'être maintenus dans la crainte par le pouvoir de leurs dirigeants. Cela implique que, dans des situations paradoxales, la chose la plus bienveillante est parfois d'être cruel, et le plus cruel serait de pardonner aux criminels avérés et à ceux qui pourraient poser problème à l'avenir. Dans ce sens, Machiavel donne l'exemple d'un dirigeant qui décide de pardonner à tous ceux qui lui ont fait du tort, faisant preuve de clémence même envers les criminels les plus dangereux. À première vue, cela pourrait être perçu comme un acte de vertu et de compassion, mais Machiavel soutient que cette bienveillance est une erreur qui ne mènera qu'au désastre. Selon lui, cette indulgence ne servira qu'à condamner le dirigeant et son peuple à un avenir chaotique. Machiavel avertit qu'en fin de compte, le dirigeant sera contraint de faire face aux rebelles, mais après un long délai, permettant ainsi aux rancœurs de s'accumuler parmi la population, ce qui finira par provoquer une rébellion et l'effondrement de son gouvernement. Si le dirigeant persiste dans une compassion imprudente, l'État s'effondrera en conséquence. Et je pense que c'est un excellent exemple de la manière dont Machiavel peut être mal interprété. Il ne soutient pas seulement que, pour un dirigeant, il est parfois préférable d'être cruel, malhonnête et immoral, mais il affirme aussi que cela peut être mieux pour son peuple. Dans le contexte de la Renaissance italienne, la probabilité que votre État soit envahi, que votre maison soit incendiée et que votre famille soit tuée était alarmante. Et la principale protection contre cela, selon Machiavel, était la force et la réputation de votre souverain. Or, ce souverain ne pouvait atteindre cela sans cruauté. Ainsi, Machiavel ne pense pas seulement que le dirigeant qui se soucie plus de sa conscience que du pouvoir est voué à l'échec, mais il croit aussi que cela entraînera l'échec de tout son État et de tout son peuple. Ce qui pourrait sembler moralement juste au début pourrait avoir des conséquences désastreuses, tandis qu'un moment de dureté immorale pourrait garantir la paix et la prospérité pour tous. Pour Machiavel, la cruauté est inévitable pour un dirigeant réussi. La clé réside dans la prudence et les décisions nécessaires pour établir un gouvernement stable. Par conséquent, si vous cherchez la paix, vous devez être prêt à mener la guerre. Et si vous recherchez la bonté, alors vous devez être prêt à être cruel. Mais que se passe-t-il lorsque l'État est sécurisé? Peut-on alors se détendre? Selon Machiavel, la réponse est un non catégorique. Il pense que le peuple a une chance raisonnable de survivre à moyen et long terme si les menaces immédiates ont été résolues. Mais il existe une manière infaillible de détruire votre royaume naissant et de finir avec votre tête décorant les murs de la ville, et c'est de devenir complaisant. Pour Machiavel, le péché capital d'un dirigeant établi est de devenir trop à l'aise et de penser que sa position n'est pas menacée. Dès que cette attitude est adoptée, tout est perdu. Cela s'explique par le fait que Machiavel pense qu'un État n'est jamais vraiment sûr, il doit toujours être sur ses gardes. Il y aura des États rivaux qui convoiteront joyeusement vos terres, et il y aura des rivaux au sein même de votre État qui observeront constamment toute faiblesse dans votre pouvoir pour pouvoir prendre votre place en tant que dirigeant.
Pour Machiavel, un leader n'est jamais complètement en sécurité, et s'il devient complaisant, il n'y a plus que quelques étapes avant que lui et sa ville ne tombent. Selon Machiavel, les humains ont naturellement tendance à penser que toute situation actuelle durera pour toujours. Ainsi, si les choses vont bien en ce moment, il est très tentant de croire qu'il n'y a rien à préparer, que l'on peut simplement s'asseoir, se détendre et profiter des fruits de son travail. Machiavel propose une approche différente. Selon lui, les moments faciles sont là précisément pour nous permettre de nous préparer aux prochaines périodes difficiles. Ce conseil résonne aussi dans les réflexions de certains philosophes existentialistes, comme Sartre. Pour lui, la souffrance faisait presque inévitablement partie de la vie, et les moments de soulagement ne signifiaient pas que les difficultés étaient terminées, mais qu'ils étaient des occasions pour renforcer notre résilience face aux défis futurs. Schopenhauer considérait cela comme une forme de domination sur la volonté humaine, bien qu'il ne soit pas nécessaire d'adopter toute sa philosophie pour reconnaître la vérité sous-jacente à cette idée. Il est facile de voir le bonheur comme l'état humain par défaut et de considérer la douleur comme une anomalie, mais il semble que ce soit l'inverse. La sécurité, la stabilité et le bonheur sont des acquis difficiles à obtenir, et nous pouvons les perdre si nous pensons que les défis de la vie sont terminés. Du moins, c'est ainsi que le comprenait Machiavel. Cependant, il y a une mise en garde importante qui accompagne la philosophie de Machiavel, et il me semble crucial de la prendre en compte avant d'essayer d'appliquer son manuel à nos vies, l'importance de l'adaptabilité. Dans la vie, certaines choses sont comme les mathématiques. Une fois que vous apprenez à faire quelque chose, vous pouvez l'appliquer dans presque n'importe quelle situation. Toutefois, Machiavel soutient que gouverner n'a rien à voir avec cela. À la fin de son livre, il révèle que la qualité la plus importante qu'un dirigeant doit posséder est l'adaptabilité. Gouverner est trop complexe pour se reposer sur une seule approche, et un dirigeant qui ne peut s'adapter finira par se retrouver dans des situations où ses compétences seront insuffisantes. Un leader expérimenté dans la conduite des guerres pourrait ne pas être aussi efficace en temps de paix, et un bon gestionnaire financier pourrait échouer à diriger des armées. Ce qui fonctionne bien pour gouverner Florence ne conviendra peut-être pas à la Perse, à la France ou à l'Angleterre. Cela nous amène à remettre en question la pertinence des idées de Machiavel aujourd'hui. Nous ne vivons pas dans l'Europe de la Renaissance, avec ses défis et ses opportunités uniques, et Machiavel n'approuverait pas que nous appliquions directement sa sagesse à nos vies, sans tenir compte des changements majeurs dans l'ordre mondial. Évidemment, je n'ai pas la réponse définitive sur la pertinence des idées de Machiavel dans notre époque. Cependant, je pense que la question elle-même met en lumière une compétence importante lorsqu'on lit ce type de philosophie, en particulier la philosophie historique, et cette compétence est la sagesse pratique, connue sous le nom de phronésie dans la tradition grecque. Ce concept, proposé par Aristote, englobe diverses compétences, mais il se réfère en partie à la capacité de discerner quand une certaine sagesse est pertinente pour une situation et quand elle ne l'est pas. Aristote ne donne pas beaucoup de directives sur la façon de développer cette compétence, si ce n'est de nous encourager à interagir avec le monde et à observer quelles stratégies fonctionnent en pratique. Avec le temps, selon lui, nous apprendrons dans quelles situations certaines philosophies sont utiles et quand nous devrions envisager une approche différente. Je crois que cette compétence est inestimable lorsqu'on lit les conseils audacieux de penseurs comme Machiavel. Il est important de cultiver un sens critique et de ne pas accepter aveuglément les idées de ces philosophes sans les réfléchir. On peut trouver certains aspects de leur pensée utiles et d'autres non. On peut vouloir adopter certaines idées de Machiavel sur la nature humaine, mais ne pas partager sa vision de la cruauté. Objectivement, nous pouvons constater aujourd'hui que de nombreux politiciens utilisent une façade de moralité pour dissimuler ce qui se cache derrière des portes closes, comme l'affirme Machiavel dans ses écrits. Mais comme toujours, je pense que ces livres doivent allumer l'étincelle de notre propre réflexion plutôt que d'éteindre les flammes. Maintenant, c'est à vous de vous questionner. Qu'est-ce que les idées de Machiavel disent sur votre comportement ? Partagez-vous sa vision ou, au contraire, la trouvez-vous exagérée ? Je vous invite à répondre à ces questions dans un commentaire. Cela vous permettra de poser des mots à l'écrit sur ce que vous pensez intimement au fond de vous et d'entrevoir la possibilité d'un éventuel changement dans votre comportement si vous en ressentez le besoin. Maintenant, si vous êtes prêt à me rejoindre dans de prochains voyages, alors abonnez-vous. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.